Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui. Alors on peut dire que vous êtes amis. C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Adolescence sur Netflix, c'est la série du moment dont tout le monde parle, qui fait couler beaucoup d'encre avec pas mal d'articles qui se penchent sur les questions soulevées par cette série. Julien Gilles aussi, évidemment, a regardé la série et il y a beaucoup à en dire. Bonjour Julien. Bonjour Véro. Ben oui, il y a énormément à en dire. Je pouvais pas faire l'économie de parler de cette série. Je vais pas forcément toujours me précipiter sur les séries les plus, on va dire, regardées. Non, c'est vrai. Mais celle-ci est toute particulière et vous dites, elle a un succès mondial quasi inattendu. Pourquoi? Parce qu'elle fait un peu caisse de résonance finalement à un sentiment latent et difficilement exprimable, mais qu'on ressent tous. On vit dans un monde, on est dans un momentum aussi assez particulier, un monde qui perd ses repères, qui se retranche dans des réflexes de violence et d'exclusion. Et l'histoire qui est décrite ici, c'est un fait divers. D'ailleurs, son auteur, son co-auteur, qui est aussi l'acteur principal, c'est difficile de parler d'acteur principal, mais c'est le papa. Qui est le père, qui est joué par l'excellent acteur extraordinaire. Incroyable. 4e épisode, évidemment, j'en ai encore des frissons. Stephen Graham, qui a coécrit avec Nick Thorne, si je ne dis pas de bêtises, cette série. Il l'exprime très clairement. C'est à partir de 2 faits divers qu'il a lu, qui s'est questionné pourquoi notre société en est arrivée là. Le pitch, je vais rapidement le refaire, même si on a entendu ici l'extrait, le principal, les quelques premières minutes. C'est le petit matin dans la banlieue anglaise. La porte de la maison de la famille Miller vole en éclats. Un groupe d'intervention de la police rentre, arme au poing, met tout le monde à terre. La grande sœur, les parents attrapent Jamie, 13 ans, dans son lit, encore groggy et encore endormi, qui clame qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait, qui clame à son père qu'il n'a rien fait. Le père, évidemment, qui s'interroge, se questionne la police. Mais pourquoi emmenez-vous mon fils? Et la police lui dit très clairement, très directement, votre fils est accusé du meurtre d'une jeune fille de son âge, de son école. Il faut préciser que le succès tient aussi beaucoup à la forme de cette série. Cette forme, elle est immersive. Pourquoi? Parce que ce sont 4 plans séquences. Je ne l'ai pas encore dit, mais il n'y a que 4 épisodes, entre guillemets, qui se suffisent largement. 4 fois 1 heure. Et donc, chaque fois, 4 fois un plan séquence. Un plan séquence, c'est quand tout est filmé sans montage. Il n'y a pas de découpage. Donc, quand on se rate, c'est comme une pièce de théâtre. Il faut tout recommencer du début, entre guillemets. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Et tout ça nous emmène alors dans une ambiance très immersive. On est au plus près des protagonistes. On va alterner comme ça 4 personnages, je vais dire. Il y a évidemment Jamie au centre de l'affaire, ce gamin de 13 ans. On va chercher à comprendre ses motivations, mais on va d'abord commencer par suivre l'inspecteur principal qui fait l'enquête, qui est déjà largué en fait. Et il pense même pas aller interroger les réseaux sociaux. C'est son fils de 2 ans plus grand, 2 ans plus vieux que Jamie, dans la même école, qui va lui faire un petit aparté en lui disant « Dis papa ». Il croit comprendre ce qu'il lit dans les réseaux sociaux, mais il ne comprend pas les codes. Il comprend pas, il n'a pas les codes parce qu'il n'est pas de cette génération. Et son fils attire son attention, il dit regarde, tu dois t'intéresser à l'Instagram de Jamie et de la victime. Et regarde bien, ces emojis ne sont pas la signification que tu penses. Donc il y a ce côté déjà décalé, déjà l'adulte est déjà largué par ce monde d'adolescents. Il y a évidemment, il y a la psychologue qui va arriver dans le 3e épisode, qui va avoir ce mano à mano, ce dialogue avec Jamie. Une psychologue qui n'est pas là pour déterminer si Jamie est responsable ou non de ses actes au moment des actes, mais s'il avait du discernement. S'il comprend les conséquences de son acte. En fait, en gros, elle est là pour déterminer si t'es un psychopathe ou pas. Et la réponse est assez glaçante parce que Jamie reste fondamentalement un petit garçon, un garçon un peu comme les autres. Et donc, il a été embrigadé. Ça, je vais y revenir. Et puis, la mère et le père, les parents, qui sont absolument déchirants dans le dernier épisode parce que eux, c'est le questionnement. Toute la société les pointe du doigt. Il faut rappeler que chaque épisode est à un moment T du processus. On a l'arrestation et puis on va aller 6 mois plus tard, 13 mois plus tard. Voilà, le cheminement n'est pas linéaire forcément. De nouveau, on ne s'intéresse pas de savoir si Jamie est coupable ou non, mais vraiment bien de comprendre la dynamique qu'il y a derrière cet acte irréparable. Et donc les parents qui se questionnent, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Le père surtout. Le père qui se souvient des moments où il avait honte de son fils quand il jouait au football, qui détournait le regard quand son fils cherchait son approbation, lui qui était planqué dans les buts de son équipe parce qu'il n'avait aucun talent pour le sport. Et le père qui a insisté, qui l'a emmené à la boxe parce qu'il était bon ton, enfin, dans la mentalité du père, d'amener son fils vers des sports virils, lui montrer ce qu'un homme fait. Ce faisant, il a laissé entendre à son fils que la société avait des attentes
sur lui, sur le fait qu'il était un garçon et qu'un garçon, ça doit faire des choses. Et ben, du coup, Jamie, à 13 ans, il s'est enfermé dans sa chambre sur Internet et il va se retrouver sous influence. L'influence, c'est celle des incels. Alors, on va rapidement parler un peu des incels. On est dans la manosphère, hein, donc toujours dans cette toxicité masculine. Les incels, ce sont les célibataires involontaires. C'est un groupement de personnes qui se revendiquent d'une forme d'idéologie, hein, finalement, et qui, cette idéologie, elle promeut la violence envers les femmes, puisque d'après cette idéologie, les femmes seraient toutes vénales et ne seraient intéressées finalement que par une partie infime des hommes. C'est la théorie des 80-20, hein, 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes qui sont forcément beaux, riches, successful, alors qu'eux-mêmes, et là on est un peu dans la victimisation de soi, eux-mêmes sont forcément moches, bourrés de défauts, n'ont aucune perspective. S'ils sont seuls, c'est pas de leur faute. En gros, s'ils sont seuls, ça n'est pas de leur faute, c'est la faute de la société qui construit comme ça. Et bien sûr, particulièrement des femmes. On est ici dans la misogynie la plus crasse et qui mène à des actes de violence. Hein. On va relever que quand même, ce prétendant de ce mouvement, il y a déjà eu des meurtres crapuleux et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Maintenant, c'est une mouvance qui est assez latente et qui se diffuse comme ça de manière, de manière latente sur les réseaux sociaux, sur des forums de discussion. Et on n'a pas vu que Jamie s'était fait happer, alors évidemment la plupart du temps par des gens bien plus âgés, hein, et donc lui s'est cru intéressé d'intervenir dans cette discussion, mais à 13 ans, que connaît-on encore de la vie affective et encore moins de la vie sexuelle? Or voilà, Jamie se considérait comme étant, était un peu harcelé, on va dire comme ça, mais rien d'encore bien grave à cet âge, harcelé parce qu'il était célibataire. Célibataire à 13 ans, est-ce que c'est grave? Et donc voilà, il s'était construit un monde dans lequel c'était foutu pour lui, il le serait à jamais, et donc il a trouvé du réconfort auprès de communautés de personnes qui, elles, étaient frustrées depuis peut-être 20, 30, 40 ans, des types comme ça devant leur écran de PC qui crachent toute leur haine des femmes qui ne veulent pas d'eux. Et donc voilà, c'est aussi une réflexion sur les réseaux, évidemment, de nouveau, encore une fois, toujours un clou sur lequel je tape pas mal ces derniers temps, mais on laisse nos enfants aller sur les réseaux. Est-ce bien raisonnable? Parce qu'on n'a aucune vue sur ce qui s'y passe. Et ça nous rappelle les limites de l'éducation, parce que ça aussi, je trouve que c'est assez révélateur, et notamment dans le dernier épisode, et parce qu'il y a les interrogations des parents, on transmet malgré soi aussi. Et ça, on le voit avec le père. Le père nous rappelle que lui-même avait été élevé à coups de ceinture, à coups de savate par son propre père, quelque chose de dur. Il s'était promis de ne jamais lever la main sur ses enfants, ce qu'il a fait. Mais par contre, pour ce qui est de lever la voix, ce qui est de certaines crises de nerfs, et d'ailleurs Jamie est interrogé par la psy là-dessus. Comment voit-il son père? Est-ce que son père, il lui arrive d'avoir des accès de violence, etc. Et Jamie a le souvenir comme ça d'un abri de jardin qui a été dévasté un jour de grand énervement par son papa. Et le père en a conscience. Oui, mais ça nous pose le cadre aussi du fait que on n'est pas toujours en capacité de retenir nos mauvais comportements face à nos enfants, devant nos enfants, j'allais dire, et qu'on est comme un exemple, on peut aussi transmettre parfois le moins bon de ce qui nous habite. Et ici, dans ce cas-ci, une forme de violence. Et donc, ça taraude terriblement ce papa qui s'en veut finalement. Alors, vous disiez, il faut apprendre à se consoler. Ici, dans ce cas-ci, comment se consoler? Il y a quand même une piste finalement dans la réflexion des parents. Hein, c'est que Jamie, c'est pas leur seul enfant. Donc on peut se dire aussi que si l'autre enfant n'est pas dans les mêmes dérives, on va dire violentes ou quoi, c'est que quelque part il y a autre chose que simplement la transmission, le cadre, l'environnement familial aurait pu transmettre. Et puis le dernier point que j'avais envie de soulever ici dans cette chronique, c'est on parle des réseaux, on parle de la culpabilité des réseaux, mais rappelons-nous que les réseaux ne vont pas créer l'idéologie. Hein. L'idéologie, elle existe malgré les réseaux. Par contre, ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils amplifient terriblement et qui rend l'impression ou renvoie une impression d'importance, le fait que de toucher une audience de plus en plus large, finalement, ça renforce ces idéologies en les crédibilisant. Ici même, je vous en parle. Ici même, je viens d'expliquer ce qu'étaient les incels, et ça renvoie un peu l'impression que c'est un courant massif, quelque chose de latent, mais qui prend de l'ampleur, etc. En fait, c'est inchiffrable. On ne sait pas combien de personnes se revendiquent de cette forme d'idéologie, d'incel, etc. Mais le simple fait d'en parler, finalement, renforce la crédibilité et renforce les personnes même qui se revendiquent de ce mouvement. Donc il y a quelque chose là d'assez pervers. On cherche à dénoncer, mais en dénonçant, finalement, est-ce qu'on ne joue pas le jeu aussi de faire de la publicité pour aussi ce genre de mouvance? Et ça nous questionne, nous, en tant qu'internautes, notre responsabilité. On publie tous,
et souvent même on republie. Et parfois même on ne fait pas attention à ce qu'on republie. On ne fait pas suffisamment attention à ce que nous repostons, ce que nous relayons comme information. Et surtout, on ne se pose pas la question de notre auditoire, notre audience. Dans notre audience, vous avez aussi sans doute des jeunes de 13, 14, 15 ans. Vous savez, les enfants de vos amis qui commencent à être actifs. Moi, je les vois sur Instagram. Instagram me les propose comme amis. Et puis certains, comme j'ai un Insta ouvert, certains me suivent, effectivement. Et quand moi, je reposte des choses, je pense pas forcément qu'il y a peut-être des enfants de 13, 14, 15 ans qui vont lire un article, qui vont voir des images derrière lesquelles moi, je mets un second degré, un troisième degré, qui peuvent être souvent drôles, mais qui peuvent être interprétés à cet âge-là de manière très différente. Donc attention, on peut pas toujours jeter l'opprobre sur les réseaux et en se dédouanant. Nous sommes aussi les producteurs de contenu de ces réseaux et pas besoin d'être Instagrammeur professionnel pour ça. Dès que vous relayez une information, vous êtes quelque part responsable aussi. Si c'est une fausse information, si c'est une information qui risque de faire des dégâts, vous avez aussi quelque part on a tous quelque part une part de responsabilité. Et pour conclure aussi, je dirais que dans ce cadre-là, la responsabilité, je vois que l'Australie, je l'ai pas mentionné la fois dernière parce que je parlais d'une série australienne, mais l'Australie et des réseaux sociaux, l'Australie a passé le cap. L'Australie a décidé d'interdire formellement l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. C'est dans la loi, ils ont inscrit ça dans la loi. La grande difficulté, c'est que cette interdiction doit être d'application par les réseaux eux-mêmes. Donc les réseaux doivent modérer l'accès. On peut se dire qu'ils vont peut-être traîner les pieds, mais alors que les ressources technologiques sont tout à fait là. On peut tout à fait, et pas simplement poser la question, avez-vous plus de 16 ans ? Oui, non, évidemment, non, il faut quelque chose de beaucoup plus sérieux. Maintenant, est-ce que les réseaux joueront le jeu ? Oui, ils ont tout intérêt. On verra. Ils ont tout intérêt parce que les amendes vont pleuvoir, parce que l'image aussi que ça renvoie est délétère. Et que c'est donc une série qu'il faut de toute façon voir en famille, en se posant les questions, et qui sera d'ailleurs diffusée, paraît-il, dans les collèges et les lycées au Royaume-Uni, tant elle fait justement, elle met en évidence toute une série de choses qui peuvent porter à discussion et sur lesquelles il faut discuter justement avec les adolescents. Merci beaucoup, Julien Gilles. Avec grand plaisir.